Araguez est professeur de philosophie, mais également conférencier et formateur. Voilà, vous avez étudié particulièrement les problématiques liées au monde contemporain, à la philosophie morale et politique, la philosophie des sciences et des techniques. Voilà, vous avez été enseignant en classe préparatoire, Cagne, Hippocagne, et depuis quelque temps, vous vous consacrez à la formation avec des sujets d'importance, en tout cas, qui sont la culture et l'éducation, qui sont le droit et l'action sociale, qui sont l'éthique et la santé, la condition de l'homme moderne. Voilà. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous avons souhaité vous faire parler, en tout cas, sur un domaine, et le titre que vous avez choisi, c'est Entre l'enfant et sa famille, le possible et le réel. Je vous laisse la parole, Monsieur Guez. Bien, bonjour à chacun d'entre vous. Un grand merci, Monsieur le Directeur, pour des paroles aussi aimables et une présentation aussi complète. Écoutez, voilà, je suis absolument ravi d'être là parce que je prends cette invitation pour un honneur. Donc, je suis d'excellente humeur. Je vais essayer, bien sûr, d'être également pédagogue. Et c'est vraiment avec conviction que je veux vous proposer une réflexion sur le lien familial et le lien parental, ou son absence, bien sûr. Alors je voudrais, à titre introductif, simplement commencer par dire que lorsque on parle du lien familial et du lien parental, ou de l'absence de ces liens, de leur mise en crise possible, c'est qu'on interroge notre humanité, oui, on va dire comme ça, notre humanité, d'une manière très particulière. À savoir qu'on interroge notre humanité comme une appartenance, à partir de son appartenance. C'est-à-dire qu'on ne met pas l'accent ici tout de suite ou directement sur notre autonomie, sur notre pouvoir de se rendre plus ou moins indépendant, mais ici, quand on s'interroge de cette façon, nous pensons que c'est au sein d'une parenté, d'une histoire, d'une culture, d'une nation que s'engendre notre humanité. Nous pensons donc, avec ce titre et dans la perspective qui est la nôtre, que l'homme se comprend par la manière dont il est inscrit, comme inscription dans une appartenance, c'est-à-dire que nous posons cette idée, qui est une idée forte, que l'être humain est un être engendré. Il n'est donc pas une abstraction, il est une inscription, ce qui n'est pas la même chose. La famille, en effet, fonde, vous le savez tous, une origine. Parce que la famille, elle est centrée, disons, ou elle est créée autour d'un double lien. Le premier lien, vous le connaissez, c'est un lien d'affiliation, bien sûr, parce que la famille, elle va donner à un enfant une identité possible. En tout cas, ce qu'elle lui donne, c'est une appartenance plus ou moins complexe. Donc, elle définit l'enfant comme étant fils de, fille de, etc. Et puis, le deuxième lien sur lequel je reviendrai, c'est un lien de génération, bien sûr. Nous appartenons à une ascendance et à une descendance. Or, l'hypothèse que je voudrais essayer de vous proposer et de partager avec vous dans une réflexion collective, c'est que le problème de la fonction parentale, c'est que la fonction biologique s'éclipse devant la fonction éducative. La nature n'est pas un fondement. La notion de famille naturelle est discutable. En effet, une origine est importante, mais ce n'est pas un fondement. Ça veut dire, en termes plus clairs, qu'un enfant n'est jamais tout neuf. Les enfants sont déjà enrobés dans une attente ou non, dans un projet ou pas du tout. Avant de commencer sa vie, chaque enfant est déjà saisi dans la vie des autres. La parenté, c'est donc une scène primitive, elle est première, elle est originaire. Tous les enfants sont convoqués à naître, c'est-à-dire qu'ils sont engendrés dans une parenté qui préexiste à leur venue. À sa naissance, l'enfant est déjà situé. Il est déjà convoqué à naître bien ou mal. C'est cela, naître.
avant de naître, les enfants sont déjà vivants dans un imaginaire parental. Plus précisément, je voudrais commencer une première partie très courte que je vais appeler « L'enfant et sa famille, une appartenance ou une référence ». Je vais distinguer deux milieux, un milieu d'appartenance comme la famille, mais est-ce que la famille c'est un simple milieu d'appartenance ou bien si elle est éducative, c'est aussi un milieu auquel on se réfère? C'est pas du tout la même chose. Il y a des milieux d'appartenance auxquels on ne se réfère pas. Donc, l'enfant et sa famille, milieu d'appartenance ou milieu de référence. La famille, elle sert traditionnellement, j'y reviens 2 minutes, à transmettre des biens et des services, à transmettre des liens, à les inscrire, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un registre, et donc à définir un parent par 2 composantes. Alors là, ça va être un point central que je voudrais bien réfléchir avec vous. 2 composantes à la notion de parent. Une première, une composante biologique. Le parent biologique d'un enfant, c'est pas son parent, c'est un géniteur. Il faudra qu'il devienne parent. Ah, c'est pas la même chose. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont bien du mal, non pas à être géniteurs, mais à devenir parents. Ça veut donc dire que la notion de parent biologique est complexe. Elle désigne un géniteur et qu'il est important de savoir qui a engendré un enfant. Aucune culture, d'ailleurs, n'est indifférente à ce fait. Mais on comprend bien qu'il y a aujourd'hui une véritable révolution à ce sujet parce qu'on peut identifier un géniteur, bien sûr. Dans la tradition, vous savez qu'il était tenu pour incertain. Par contre, la maternité peut devenir plus incertaine en raison de nouvelles formes de reproduction possibles. On peut donc aujourd'hui obtenir, rester assis parce qu'effectivement ça renverse, on peut obtenir aujourd'hui un père sans paternité, ça s'appelle un donneur, et une mère sans maternité, ça s'appelle une mère porteuse. C'est-à-dire une mère qui n'aura pas à devenir une mère. Il y a donc des parents sans parentalité, des parents sans possible, tout à fait de manière légitime, sans parentalité. La deuxième définition du mot parent, c'est la définition éducative. On sait bien qu'un parent, c'est quelqu'un qui assume une fonction éducative. Cette composante, elle désigne ceux qui élèvent l'enfant, ceux qui en ont la responsabilité éducative, vous le savez. Ça veut dire que l'éducation est toujours un lien adoptif. Tous les enfants sont adoptés, pas au niveau de la loi, mais au niveau de l'éducation. Il va bien falloir que je les accepte tels qu'ils sont. Or, j'aurais préféré un garçon. Or, j'aurais préféré qu'il ait meilleur caractère. Or, j'aurais préféré qu'il ne tombe pas amoureux de cette fille. Or, j'aurais adoré qu'il choisisse une autre orientation qu'intermittent du spectacle. Donc, vous voyez que tout lien éducatif est un lien où il faut adopter, est un lien adoptif, c'est-à-dire un lien tout autre qu'un lien de filiation biologique. Il peut s'y ajouter ou bien s'en distinguer. On passe ici, à ce moment-là, soit il s'ajoute à la parenté biologique, soit il s'en distingue. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous voyez donc que la parenté et la parentalité, ça n'est vraiment pas la même chose. Et qu'un lien du sang, c'est pas un lien parental. Ceci nous apprend. Qu'est-ce qu'on apprend donc, si c'est si important en famille, du point de vue de l'éducation, puisqu'on y découvre, dans toute famille, on y découvre l'humain, ce qui nous semble humain. Vous savez ce que ça veut dire, humain? Humain, c'est pas abstrait. Ça veut dire lorsque vous accueillez quelqu'un comme un semblable. Quelle que soit sa couleur, sa situation de handicap, qui était très bien évoquée tout à l'heure, ses ressources, son origine. Donc, on comprend bien que dans une famille,
on y découvre de l'humanité, c'est-à-dire un accueil, mais aussi de l'inhumanité, bien entendu, sinon vous n'auriez aucune raison d'être. On apprend, chers amis, en famille, 3 choses. Probablement plus, mais je vais en rester à 3. On y apprend premièrement l'amour ou non. Alors il faut bien se mettre d'accord. L'amour, ce n'est pas un sentiment simplement, c'est un lien. Voilà, un sentiment qui n'est pas un lien et qui ne construit pas un lien, ça n'est qu'un sentiment. C'est un lien de disponibilité, c'est un lien de sollicitude, c'est un lien de respect. Un amour sans respect, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, on apprend l'amour ou pas du tout. On peut y apprendre la violence. On peut apprendre en famille la haine. On peut apprendre la réprobation, comme je vous le disais tout à l'heure de manière souriante. On aurait préféré un garçon. On y apprend en famille qu'on bute toujours sur la question de l'amour. Dans toute famille, mes chers amis, on bute sur la question de l'amour. Pourquoi ? Parce que vous savez bien qu'on aime toujours trop ou trop peu. Vous avez essayé d'aimer exactement comme il faut ? N'hésitez pas à me dire comment vous vous y êtes pris. L'amour comme justesse est impossible. Parce que c'est un affect et que ça ne relève pas de la froide raison. Autrement dit, on bute toujours sur cette question. Il y a des enfants malheureux parce qu'ils ont des relations fusionnelles avec leur père ou leur mère. Ils sont trop aimés. On peut être trop aimé. Il y a même des gens que ça rend jaloux. Ou bien trop peu. Ça, vous le savez sans doute beaucoup plus. L'amour est complexe. Dans son domaine, toute idée simple serait une idée fausse. On y apprend deuxièmement, alors oui, les exemples vous les connaissez tous, je vous en fais grâce parce que vous les connaissez mieux que moi. L'amour, il peut délaisser, il peut posséder, il peut haïr celui qu'il aime, ça s'appelle la jalousie. On peut être satisfait ou non de l'amour que l'on a reçu ou de celui que l'on a donné. Très difficile d'en être satisfait. Vous voyez, dire un beau matin, oui, moi j'ai aimé exactement comme il faut. Vous voyez ? Bon, on est bien d'accord, c'est non seulement ridicule, mais vous savez bien par votre métier qu'en plus, c'est dangereux. On y apprend une deuxième chose. On y apprend le langage. Le langage, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez bien ce que ça veut dire, le langage. On parle toujours trop ou trop peu en famille. C'est bien pour ça qu'il y a des secrets de famille. C'est-à-dire ce que tout le monde sait, mais dont personne ne parle. Ça veut donc dire qu'il faut trouver là encore une espèce de dosage pas facile parce qu'on est dans le complexe. Car croire que tout est bon à dire est un leurre. La parole n'est pas nécessairement salvatrice. C'est bien pour ça qu'il y a des secrets de famille. Quel est l'intérêt de dire à ce petit garçon absolument charmant qui adore son grand-père « N'aime pas ton grand-père, il a été collabo ». Troisième chose que l'on apprend en famille, on y apprend comme on peut l'autonomie. Parce que pour qu'il y ait vraiment éducation, il faut bien qu'il y ait quelques libérations. On n'éduque pas un enfant pour qu'il le reste. On n'éduque pas un enfant pour qu'il s'épanouisse comme enfant. On éduque un enfant pour qu'il devienne adulte. Tant mieux si c'est avec des phases d'épanouissement, mais enfin là, on va être vite d'accord. Une émancipation doit être s'accomplir. Il y a des enfants, vous le savez très bien, vous, professionnels, qui désertent leur enfance. Et il y a des enfants qui s'y enferment. Et il y a troisièmement des enfants sans enfance. Comment voulez-vous avoir une enfance en Syrie ? C'est pas parce qu'on est enfant qu'on a une enfance. On va se rassurer, c'est pas parce qu'on est grand qu'on est adulte.
Alors vous voyez que la liberté comprend nécessairement des contraintes. Il n'y a pas de liberté sans contrainte, vous le savez très bien. Et donc vous voyez que la famille, eh bien, avec ces trois apprentissages, l'autonomie, le langage et l'amour, eh bien, la famille, c'est d'abord ce que nous recevons. Il y a bien sûr des crises, il y a bien sûr des deuils, il y a des rencontres, il y a des gens qui en remplacent d'autres, mais vous voyez que c'est sans doute tout ça qui nous fait devenir justement autonomes. Alors pour finir ce premier point, je dirais deux choses. Deux choses pour être un peu conclusif à ce sujet. Toute famille est une histoire incarnée, car elle résulte d'un passé qui accumule des événements antérieurs, heureux ou tragiques. Chaque famille est faite et défaite par son histoire. Elle n'est jamais simplement une histoire officielle. La notion de famille naturelle, si on s'est bien compris, est un abus de langage. Car il faut que la famille naturelle devienne une famille d'accueil, c'est-à-dire éducatrice, qui accueille l'enfant tel qu'il s'est présenté, et non pas tel qu'on l'a désiré. C'est-à-dire une famille qui doit arriver, jour après jour, à transmettre des relations affectives et éducatives. Sinon, ça ne sera pas une famille. Il y aura seulement des géniteurs et des génitrices. Tous les enfants doivent donc bien être adoptés. Il y a des familles naturelles qui ne sont pas accueillantes. Deuxième point de conclusion. De même, la notion de parent biologique est un faux sens. En biologie, il n'y a pas de parents, chers amis. Il n'y a que des géniteurs et des génitrices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a toujours à devenir parent. Je vous rappelle aussi cette expression qui est souriante. Une mère porteuse deviendra-t-elle une mère? Bien sûr que non. Il y a donc des procréateurs qui se préparent à devenir parents, et il y en a quelques-uns qui ont beaucoup plus de difficultés que d'autres à devenir parents, bien que géniteurs. Ceci veut dire que pour une fois je le célèbre, vous voyez dans quel état je me mets, pour une fois que le langage commun a raison, d'ailleurs on dit bien « je vais être père ». On sent bien que ce n'est pas fait. On dit bien « je vais être mère ». Là aussi, on sent bien que ça relève d'un projet. Il n'y a pas d'origine parentale, il n'y a pas de nature parentale. Un enfant peut bien acquérir des parents qui ne sont pas des géniteurs, et il peut accueillir des géniteurs qui ont bien du mal à être des parents. Un exemple, les enfants du divorce, qui ont cette propriété actuellement d'être fréquents. Les enfants du divorce ne sont plus des enfants d'époux. Et oui, ils ne sont plus mari et femme, les parents. Vous êtes sûr que ça ne change rien? Ça veut donc dire qu'une nouvelle donne s'interpose entre parents et enfants. Le conjugal n'est plus le parental. Ainsi, on ne peut plus jamais dire, alors de ce point de vue-là, on vit une grande époque. On ne peut plus jamais dire la famille, nous sommes amenés à dire les familles. La position de père et mère est une position complexe, telle que nous avons définie. Alors, je crois que je terminerai sur cet exemple, ce premier point, en vous disant, il faut aussi corriger la notion, si on s'est bien compris, de cellule familiale, notion que je ne retiendrai pas. Comme si rien ne précédait la cellule, on l'a dit tout à l'heure. La famille ne constitue pas une cellule, une unité close sur elle-même. Les parents ne sont jamais les premiers éducateurs. Les parents, en effet, se sont eux-mêmes construits à travers des cheminements, des modèles de référence dont ils furent porteurs. Les parents ne sont pas des créateurs. Ils ont été eux-mêmes éduqués. Et vous savez, puisque
pour beaucoup d'entre vous, vous êtes largement en âge d'être confrontés à cette problématique. Vous savez très bien que de temps en temps, un lundi matin à 7h moins le quart, on se dit « je n'éduquerai pas mes enfants comme j'ai été éduqué ». Ah, voilà. Donc vous avez bien compris que c'était historiquement lointain et que ça allait se penser désormais en rupture. Comme on dit habituellement, affaire à suivre. Voilà, donc rien ne nous contraint à reconduire l'éducation reçue. On peut faire rupture avec cette éducation reçue. Donc vous voyez que nous ne sommes pas des créateurs. À cela s'ajoute en plus aujourd'hui qu'un enfant est éduqué par un monde extérieur qui s'introduit à l'intérieur de la famille de plus en plus. Ça peut être une crèche, ça peut être une école, ça peut être des écrans, par exemple. Vous voyez, mais ça peut être le quartier. Ceci nous apprend que la transmission éducative, et voilà ce point-là vraiment que j'ai envie de discuter avec vous, la transmission éducative, eh bien, elle ne coïncide jamais pleinement avec la manière dont les enfants la reçoivent. La transmission et la réception sont liées. Banal, vous n'êtes pas déplacé pour entendre ça. C'est des lieux communs sociologiques. Transmission et réception sont liés, mais ne se rejoignent jamais en totalité. Vous n'allez peut-être pas éduquer comme vous avez été éduqué. C'est pas parce qu'on transmet qu'on est reçu. En tant qu'enseignant, je sais de quoi je parle. S'il suffisait d'enseigner pour que les étudiants apprennent, ça serait génial. S'il suffisait de dire pour être compris, le métier serait une jouissance permanente. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le sens, il n'est jamais du côté de celui qui l'émet, il est du côté de celui qui le reçoit. Ce qui importe dans un cours, c'est ce qu'un étudiant en a compris, pas ce que vous en avez dit. Voilà pourquoi un enseignant qui n'est pas pédagogue est une erreur d'orientation. Alors, ça nous amène donc à la deuxième et dernière partie d'ailleurs, que j'intitulerai, vous avez bien compris, non plus la famille, milieu de référence, milieu d'appartenance, mais de la parenté au parental. Vous avez bien compris que là, ça chauffait un peu et qu'il était bon de s'y arrêter. On suppose ici donc que la famille d'origine ne peut pas suffire, qu'il faut que les parents deviennent des parents, c'est-à-dire deviennent des parents effectifs. Or, on sait que le mot parent, quand on l'utilise, eh bien, il désigne bien au-delà d'une origine, comme je vous le disais tout à l'heure. Le mot parent définit un rôle à accomplir, il définit un statut à atteindre. Un parent n'est pas un ami, bien entendu, et il désigne une fonction. Un rôle, un statut, une fonction. Il y a de quoi faire. On a bien compris que c'était difficile. Donc, entre parenté et parentalité, il peut y avoir continuité, si ça se passe de manière effectivement du biologique à l'éducatif, ou il peut y avoir, vous le savez bien, j'y revenais tout à l'heure, rupture. Il y a donc des parents dépourvus de parentalité. La parentalité peut être en danger. Il y a des démissions parentales, et c'est bien pour ça qu'il y a, mais ça vous le savez, des enfants en danger. Alors, bien sûr, tout ceci nous apprend quelque chose qui va être décisif dans cette deuxième partie que je propose à votre attention. C'est que nous devons véritablement, désormais, sortir d'une représentation de la famille qui se présenterait comme une évidence. Deuxièmement, nous devons sortir d'une représentation de la famille qui se présenterait comme naturelle. Il va falloir qu'on soit en forme. Troisièmement, il faut que nous sortions de toute représentation de la famille qui se présenterait comme idéale. 3 ruptures pour une seule matinée. Vous voyez ? Ça veut dire que la famille n'est pas une modalité intangible et la famille n'est pas une modalité inaltérable. Elle n'est pas idéale,
une famille n'est pas exemplaire, une famille n'est pas indissoluble, il y a des parents qui vivent ensemble et qui ne communiquent pas, et il y en a qui sont séparés, qui communiquent mieux. On voit de ces choses. Donc vous voyez que si elle n'est pas idéale, c'est qu'aucun parent ne peut se livrer, ne peut, on va dire, oui, on va dire comme ça, hein, ne peut se livrer à la hauteur d'un modèle idéal. Il faudrait être quand même particulièrement singulier pour dire, oui, nous sommes la famille. Faites attention, ça s'est dit pendant des siècles. Donc, c'est obsolète, mais ça survit. On ne comprend pas la famille à travers le prisme d'un modèle idéal. Il ne faut pas référer la parentalité à un profil type, à un profil d'excellence, parce qu'à ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de se conformer à une normalité. C'est-à-dire de faire rentrer la famille dans la famille normalisée. Ouh là là, ça c'est embêtant. Ça veut donc dire, vous voyez, que être parent transcende l'idée d'origine, mais transcende aussi l'idée d'idéalité. C'est une fonction qui se place bien au-delà d'une situation de départ. On a toujours à exercer une parentalité. Et donc la parentalité, elle concerne les vrais parents. Les vrais parents, c'est les parents réels, évidemment. Ce n'est pas les parents idéaux. Ils peuvent faire défaut. Alors là, je voudrais vous prendre un exemple. Effectivement qu'ils peuvent faire défaut. Vous savez qu'un père absent, ce n'est pas nécessairement un père absent. C'est un père dont l'absence est présente. Les humains, c'est compliqué. Vous avez remarqué dans la vie ça, hein? Des fois, on peut être présent, mais on n'est pas là. Hein, vous savez, c'est arrivé dans les classes, par exemple. Hein, quand vous n'étiez pas très intéressé par la matière, vous étiez là physiquement, sur le plan corporel indiscutable, mais votre esprit, il y a longtemps qu'il était en vacances ou qu'il était dans une relation amoureuse particulièrement vive. Donc, vous voyez qu'on peut être présent en s'absentant. Mes chers amis, le tragique, c'est l'inverse. On peut être présent en étant absent. Ça s'appelle le deuil. Si les gens qui nous quittent nous quittaient, on serait en forme tout le temps. Mais il y a des gens dont l'absence nous manque, dont le passé ne passe pas. Si le passé passait parce qu'il a plus court, ça serait tranquille. Il y a du passé, il y a un poids du passé. On pourrait presque mettre en colère les physiciens. Le poids du passé, ça veut dire le poids de quelque chose qui pourtant n'existe pas, ou plus. Eh bien, ça conserve un poids. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas là qu'il n'est pas présent, mais c'est une présence qui fait défaut, et non pas, si vous voulez, bien sûr, un présent en tant que tel. Donc, vous voyez, un manque, c'est lié à une présence qui fait défaut. C'est lié à une absence qui fait du mal, à une absence qui fait souffrir. Les absents ne s'absentent pas si facilement. Alors on va faire attention. Les parents donc sont, vous voyez, il s'agit qu'ils soient, de véritables parents. Ils peuvent faire défaut. Et donc être parent, ce n'est pas un fait physique, ce n'est d'ailleurs pas un fait du tout. C'est un ensemble de conditions et un ensemble d'exigences à accomplir. Je voudrais vous dire qu'il y a donc bien une tension entre parents et parentalité, entre parenté et parental. Vous voyez, ça n'a pas du tout le même sens. La parentalité, c'est une construction. Elle n'est jamais de l'ordre d'un donné. Elle renvoie à des pratiques éducatives et donc le fait lui-même de parenter n'est jamais suffisant. Alors, je voudrais, à partir de là, voilà, on va se mettre d'accord, la parenté n'est jamais originaire. Voilà, si vous voulez une petite formule, vous voyez, qui soit pratique à retenir, elle n'est jamais originaire, et voilà pourquoi les liens familiaux ne sont jamais simples. Je voudrais conclure
en vous disant qu'on ne fait pas un enfant. On a un enfant. Ceux qui prétendent le faire, il faut qu'ils s'apprêtent à avoir des soucis permanents à l'adolescence, où très rapidement l'enfant vous fera comprendre assez vite, c'est-à-dire à sa façon, qu'on ne le fait pas, qu'il préfère se faire avec ses potes, avec son époque et avec sa musique. Très bien. On a un enfant, ou plusieurs, bien entendu, et donc vous voyez que le problème, c'est qu'un lien est véritablement important lorsqu'il est un lien de référence et pas simplement un lien d'appartenance. Il faut que les éducateurs deviennent référents en quelque chose et pas simplement un milieu d'appartenance. L'éducation, effectivement, c'est pas seulement un lien de génération. L'éducation, j'espère vous l'avoir montré par le divorce, transmission-réception. Ça n'est pas non plus un simple lien de transmission, parce que un enfant nous conduit tous les jours à accepter ce que l'on n'aurait peut-être pas choisi. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez ? Ce que l'on n'aurait peut-être pas choisi ainsi. Un garçon, une fille, un handicap, un caractère, une espèce de projet qui n'en est pas un. Donc, la relation éducative, si effectivement elle nous conduit tous les jours à accepter ce que l'on n'aurait pas choisi, c'est un lien qui n'en finit pas. C'est un lien qui est toujours susceptible, c'est la meilleure nouvelle que je puisse vous donner. C'est un lien qui est toujours susceptible de s'approfondir, parce qu'un enfant n'est pas un objet fabriqué, il ne se possède pas, un enfant est un être qui advient, voire même, quand c'est un peu brutal, qui surgit. Il surprend nos intentions, il surprend nos prévisions, en bien ou en mal d'ailleurs. Il ne perpétue guère un projet parental prévu pour lui. Un enfant est un être indécidable. Il brise souvent le cours, à ce titre, de nos prévisions. Il n'est jamais un être généalogique. Voilà pourquoi vous avez un superbe métier, vous voyez où je veux en venir. Son fondement, ce n'est pas son origine. Tout enfant est un enfant trouvé. Un enfant se caractérise par le fait qu'il finit petit à petit, jour après jour, par se distinguer. Tous les enfants finissent par partir, c'est-à-dire, pas nécessairement aller loin, par se départir. L'identité ne consiste jamais à demeurer identique. L'identité, c'est quand un être devient en permanence autre. C'est ce qu'on appelle l'individualisation. Et donc, vous voyez qu'un être humain, c'est un être, et c'est pour ça que c'est complexe, et c'est pour ça que ça nous a rassemblés, dans une réflexion sur votre profession compliquée, c'est qu'un être humain, c'est un être paradoxal. C'est un être qui est en fait lié à une complexité particulière. Il demeure le même, ah ben oui, mais il devient autre, on va l'espérer. Parce qu'après tout, vous êtes bien en train d'œuvrer chaque jour pour qu'il devienne autre. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de sujet permanent dans le temps et qu'un être humain, c'est l'unité de cette dualité. Alors je termine en vous disant, votre métier peut-être, mais vous me direz si je me suis trompé ou pas, votre métier consiste à libérer et protéger. C'est très difficile parce qu'on peut libérer sans protéger. Ça s'appelle abandonner. Fais ce que tu veux. Attention au mauvais usage dans certaines familles du concept d'autonomie. Voilà, c'est une manière élégante de parler d'abandon. On fait attention, on peut libérer sans protéger. Vous le savez bien. Mais vous savez aussi l'inverse. On peut protéger sans libérer.
Ce fut le cas sans doute, historiquement, dans bien des règles, dans bien des lois. Eh bien, vous avez à tenir ensemble ces deux dimensions de l'éducation, émanciper et protéger, parce que, effectivement, un enfant, il peut soit déserter son enfance, ce qui est très mauvais signe, soit, malheureusement, s'y enfermer. Et c'est bien le sens de votre mission, de tenir ensemble cette double exigence, ce qui rend votre profession, certes infinie, mais admirable. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Bien, merci, Monsieur Guez, de ces propos philosophiques à dimension professionnelle, mais qui ont, par beaucoup de points, ont touché aussi bien, je trouve, en tout cas je parle peut-être pour beaucoup d'entre nous, aussi bien la dimension professionnelle que la dimension personnelle, dans ces propos. En tout cas, voilà, cette dimension philosophique était souhaitée. On est arrivé au temps des questions, donc il y a des micros qui sont dans la salle. Est-ce que certains d'entre vous veulent poser des questions, réagir? Ah oui, pardon, effectivement. On a aussi après les conférences, on a Monsieur Pavot qui est dessinateur et qui se propose. Donc voilà, il y aura peut-être des incursions dans l'écran qui permettra, voilà. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, très bien. Bon, bonjour à tous. Alors, vous ne me voyez pas, je suis caché, on dirait la voix dans Love Story, je suis caché en régie derrière. Bonjour à tous. Oui, bah, j'en profite du coup pour voilà, vous dire bonjour, vous saluer, dire merci à la sauvegarde pour son invitation. Et donc, oui, je suis à la fois dessinateur et éducateur, et donc je vais essayer d'illustrer un peu ces journées en essayant de vous amuser et pourquoi pas vous faire réfléchir. Ça, c'est jamais garanti, mais on va essayer quand même. Bah alors, j'ai fait un premier dessin que j'avais fait avant de venir et je crois qu'il sera distribué ou en tout cas imprimé par l'organisateur. Voilà, quelque chose d'un peu mignon pour commencer. Puisque voilà, c'est l'enfant de 1949 qui parle à celui de 2019. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous ai fait? Oui, alors j'ai illustré les propos de Jean-Michel de Troya qui nous parlait des 70 ans de la sauvegarde. Bah oui, j'essaierai de donner la parole aux enfants parce que c'est toujours les grands absents quand même de nos colloques. Hein, donc voilà, j'essaie de leur donner au maximum la parole. Ensuite, j'ai un autre dessin que j'avais fait. Alors, je vais être honnête, c'est un dessin que j'avais fait pour une autre association qui fêtait son anniversaire. Mais c'est vrai que le gâteau, là, sur la scène, m'oblige à ressortir ce dessin. Ah oui, oui. Voilà, surprise. Et puis oui, alors j'ai eu le temps de faire un dessin quand même pour illustrer les propos de Gérard Guez sur ce que c'est qu'être un parent. Voilà, donc un dernier dessin. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bravo. Bien, merci pour ces premiers dessins. Donc, y a-t-il des questions dans la salle ou des remarques? Non, pas pour l'instant. Les premières questions sont souvent les plus dures à poser. Oui, c'est le premier qui est le plus courageux. Après, ça s'arrange. Moi, je voulais peut-être vous faire revenir sur une dimension que vous avez abordée au tout début, qui est sur l'imaginaire parental, en disant toute la complexité qu'il y avait
dans cet imaginaire parental et en tant que professionnel, comment nous, on peut travailler avec cet imaginaire parental. Alors, je ne sais pas si votre éclairage philosophique peut nous apporter des éléments par rapport à ce travail conséquent, mais qui n'est pas simple, de tirer le fil de cet imaginaire parental, de comment les parents se projettent ou imaginent. Enfin, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, mais comment est-ce que vous pourriez nous éclairer ? Il va bien falloir un jour, alors ça met du temps hein, quand même, hein, c'est pas rapide, mais il faut bien petit à petit devenir soi. Voilà. Alors on devient, c'est tout le problème de l'éducation. On ne devient pas soi par soi. On devient soi par un adulte. Ça, c'est très important. C'est le nerf de la relation éducative. On ne s'éduque pas tout seul, hein, faut pas rêver. Hein. On acquiert de l'expérience parfois tout seul, bien entendu. Hein. Mais l'expérience et l'éducation, c'est pas la même chose. Voyez ? Donc, je crois que effectivement, il y a bien un moment où il faut sortir de cet imaginaire, non pas d'une certaine manière par une sorte de violence ou d'abstraction, mais tout simplement par le fait que ce que je deviens finit par s'imposer. Ce que je deviens finit par s'imposer et je ne peux devenir qu'en lien, effectivement. Vous voyez le problème. Moi, je crois fondamentalement qu'il n'y a pas de sortie de soi par soi. Voilà. Quand on cherche à sortir de soi, on reste en soi. Ça s'appelle ruminer. Hein. Si vous avez des moments d'insomnie, vous avez tout de suite compris de quoi je parle. Hein. Essayez de sortir de vous, vous allez voir. Hein. Et donc, ça va tourner en rond, on ne va pas dormir, etc. Il n'y a pas de sortie de soi par soi. On ne sort de soi que par des liens, des rencontres favorables. Voyez, des rencontres au contraire qu'il nous faut combattre. Donc je crois que ce soit de l'imaginaire parental ou que ce soit des liens sociaux, on ne devient soi-même qu'en se mettant en lien. Et je crois qu'il n'y a de sortie de soi que par autrui. Et c'est aussi autrui qui nous constitue, mais c'est par lui qu'on se constitue. Voilà. Sinon, on demeurerait à l'identique. Et ce serait terrible. Voyez, ce qui fait qu'on est éduqué et ce qui fait qu'on est vivant, c'est qu'on est un même individu, mais qui devient autre. Autre, mais c'est toujours moi. C'est un moi, mais pas identique. C'est extraordinaire, cette complexité de l'éducation. Vous voyez ? Et ça, je trouve que c'est fabuleux, parce que c'est toute cette dualité-là qui fonde quelque part, effectivement, l'arrachement qu'il y a et qui est nécessaire pour que l'on grandisse. Vous voyez, un enfant ne sait pas s'il faut grandir. Et je vais même vous dire, si vous me permettez, qu'il ne sait pas comment grandir. Ben oui, s'il savait comment grandir, ça présupposerait qu'il est déjà adulte. Vous voyez ? Un enfant ne sait pas ça. Regardez l'adolescent. Pourquoi l'adolescent, il est pénible ? On est entre nous, hein ? Pourquoi il est pénible ? Vous voyez ? Mais nécessairement parce qu'il est ni enfant, ni adulte. Comment voulez-vous être confortable quand vous êtes ni l'un ni l'autre ? Pas encore adulte et pas envie de le devenir. Les adultes, c'est des vieux. Et pas enfant parce qu'il n'est plus question d'en être un. Eh bien, ça se rallonge, vous voyez. Voilà, donc vous êtes pré-ado, ado, post-ado, ça fait 10 ans, quoi. Hein. Donc, vous voyez que ce grandissement progressif sur lequel j'ironise légèrement, mais dont vous avez bien compris que c'est fait d'arrachements successifs. Certes, je ne suis plus enfant, mais il va bien falloir que je devienne autre chose. Je ne peux pas rester suspendu entre deux statuts qui ne me définissent plus, ou pas encore. Donc je peux être qu'un peu pénible. Vous voyez, voilà. Merci. Oui, une question. Ah. Oui, merci pour votre intervention. Si on avait eu comme titre Entre l'enfant et son éducateur, le possible et le réel, qu'est-ce que, en tant que philosophe, vous pourriez nous enseigner ou nous transmettre ? Alors, c'est une question difficile, extrêmement sympathique et pertinente, hein, mais très difficile. Vous voyez,
Éduquer, c'est orienter. Lorsque des parents ou une institution, peu importe, ici, ne veulent pas orienter un enfant, ils le livrent aux influences extérieures. Quand on n'oriente pas, on n'émancipe pas. On pourrait dire, moi, il sera ce qu'il voudra. Hein. Oh là là, méfiez-vous. Attendez-vous au pire. Voyez ? Parce que si je n'oriente pas l'enfant, je l'abandonne aux influences sociales, et alors là, je peux vous dire que les influences sociales, elles fonctionnent. Parce que la société, elle a d'autres moyens que nous pour avoir une pression sur un enfant. Il suffit de regarder à quoi jouent les enfants sur une cour de récréation. Réponse, tous à la même chose. Donc, il faut faire très attention. Si on met l'accent sur la relation éducative beaucoup plus que familiale, je crois que ça veut dire ça. Éduquer, c'est orienter. Ça ne veut pas dire que l'enfant ensuite poursuivra cette orientation. Peut-être qu'il va faire rupture avec, mais il vaut toujours mieux quelque chose plutôt que rien. Et de ce point de vue-là, je crois que si éduquer, c'est orienter, c'est parce qu'il faut bien comprendre que si je n'oriente pas un enfant dans un geste éducatif, eh bien je le livre soit à ses impulsions, alors là ça peut être terrible, hein, soit aux influences extérieures, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors ça veut dire que la responsabilité éducative, elle est effectivement dans cette dimension, et je crois que bien sûr qu'éduquer, c'est une responsabilité. Vous n'avez aucune garantie que ce que vous transmettez sera reçu et poursuivi. Aucune garantie. Mais vous n'avez aucune garantie non plus que ce que vous éduquez ne fera pas trace. Donc, dans l'incertitude, il faut avancer. En éducation, on avance toujours dans le probable. Mais avancer dans le probable, c'est pas reculer. C'est pas faire du surplace. C'est avancer dans le probable. Donc voilà ce que j'ai envie de dire peut-être. Alors, deuxième point peut-être pour vous proposer une réponse digne de la question, c'est que éduquer, c'est pas simplement défendre des droits, bien que ce soit indispensable. Enfin, je crois que ici tout le monde le sait. Mais ça ne se réduit pas à ça. On n'a pas fini d'éduquer un enfant quand il n'a pas faim et quand ses droits sont en place. Il faut le mettre en lien. Et ça, c'est complexe. Le mettre en lien, c'est-à-dire se rendre disponible. Se rendre disponible, c'est très compliqué, surtout si vous avez un job assez prenant. Mais je vous rassure, ce n'est pas lié au temps qu'on y passe, mais à l'intensité de ce qu'on fait. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps avec leurs enfants, ils ne font rien du tout avec. Et il y en a qui en passent peu, mais c'est inoubliable. Donc, on se calme. Vous voyez, ce n'est pas une question de montre. Alors, ça me va bien de dire ça, oui, vous avez raison. Alors, tout ceci pour vous dire que je crois que dans éduquer, il y a une mise en lien. Quel lien allez-vous créer qui soit un lien constructif et décisif pour le devenir d'une personne? C'est ça, éduquer. Et l'éducation, peut-être qu'elle commence lorsqu'on dépasse le stade des besoins alimentaires, si vous voulez, et le stade des droits. Peut-être que ça commence lorsque les liens sont des liens affectifs, hein, en disant bien qu'affectif, c'est tout ce qui fondait des liens et pas seulement des sentiments. Voilà. Quelle importance cet enfant a-t-il pour vous? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Et qu'est-ce que vous voulez pour lui? Si ça se trouve, il ne vous écouterait pas, il ne vous écoutera pas, mais, chers amis, il vous aura rencontré. Ça calme, ça, hein? Je plaisante. Du coup, on va prendre une dernière question. Je suis désolé.
Alors moi, Mais- c'est plus. Alors je suis un peu moins brillant que mon collègue, mais moi, c'est plus une réflexion. Souvent, j'entends, ou même moi en tant que parent, de dire ben, mon enfant, il m'a fait une grippe, ou en fait, il m'a rien fait du tout à moi. Il se l'est fait surtout à lui. Et comment arriver à sortir cette question d'appropriation en tant que... Du coup, je sais plus s'il faut dire parent, géniteur, enfin, je sais plus. Mais comment arriver à sortir cette question-là d'appropriation de nos enfants? Parce que il y a un moment où vos enfants seront des enfants. Et ne seront plus simplement vos enfants, pas sur le plan du lien. Sur le plan du lien, vous avez bien raison, ça reste vos enfants. Mais il y a un moment où c'est leur autonomie qui va être décisive. L'autonomie, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dépendants. Hein. On entend ça, alors pas tellement chez les enfants, vous avez raison, on l'entend souvent chez les personnes âgées, par exemple. On dit, voilà, quelqu'un ne peut pas être autonome parce qu'il est dépendant. Ah non, mais là aussi, il faut se calmer. Est-ce que vous connaissez une seule personne dans cette salle, je me mets avec vous, qui soit complètement indépendante? Pas moi. Moi, je suis dépendant de mon salaire pour vivre. Si je le perds, ça va être difficile, vous voyez, ça va me changer la vie. Je suis dépendant, comme vous, de la santé de mes enfants pour être heureux. S'ils sont malades, ça m'affecte. On est tous dépendants. Mais la dépendance n'a jamais signifié la perte d'autonomie. On peut avoir une autonomie en étant dépendant. Donc vos enfants, oui, vous serez dépendants parce que quelque part ils vous concernent, mais le fait qu'ils vous concernent vous invitera et vous convoquera à rencontrer leur devenir autonome. Et peut-être que, au fond, ce qu'on veut, au début, on voudrait bien que les enfants, quand on commence, on voudrait bien que les enfants soient ce qu'on souhaite. Mais vous remarquerez au bout de quelques années comment on a changé d'avis. D'abord parce qu'on n'est pas complètement sûr d'être exemplaire tout le temps. Chers amis, je vais vous dire une chose. Là aussi, je me mets en joie de vous le dire. L'éducation, pour moi, mais là, ça peut-être que ça n'engage que moi. Hein. Peut-être on y reviendra dans la journée. L'éducation, c'est la transmission de ce qui est plus haut que nous. Je n'ai pas envie, et vous certainement pas non plus, monsieur, sinon vous ne m'auriez pas posé cette question subtile. Vous voyez dire, moi, ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est moi. Je trouve que je suis pas mal du tout, vous voyez. Donc, ce que je voudrais, c'est me transmettre. Ah, vous avez raison de rire parce que vous avez de l'expérience, mais il y a des gens qui le pensent. Il serait bon que tu sois un sportif de même niveau que moi, que tu sois un notaire comme moi, que... Il y a des gens qui veulent se transmettre. Ça fait de ces dégâts. Il faut transmettre, mais pas soi. Il faut transmettre ce qui est plus haut que soi. C'est-à-dire, c'est ça qui est digne d'être transmis. Regardez quelles sont les valeurs qui sont fondamentales pour vous, et ça vous indiquera ce qu'il faut transmettre à vos enfants pour qu'ils en deviennent les porteurs. Ça peut être la justice, ça peut être la liberté, ça peut être la paix, celle que vous voulez. Vous voyez, ça c'est autre chose. Ça peut être la solidarité, il en a été question tout à l'heure. On transmet ce qui est plus haut que soi. Mais attention, quand on parle d'éducation, chers amis, il y a une contrainte. C'est que les enfants ne sont pas sensibles à ce qu'on énonce. Les enfants sont sensibles à ce dont on témoigne. Parce que je peux toujours dire « Vive les droits de l'homme !» Vous voyez, il y en a pas mal qui continuent à les énoncer, et ils ont raison, ce sont des droits fondamentaux. C'est pas pour autant que la situation des réfugiés est réglée. Un principe ne suffit jamais à régler une situation. Alors, c'est bien de déclarer des principes, mais quand on fait dans l'action sociale, on ne déclare pas seulement des principes, on gère des situations en rendant les principes nécessaires, mais insuffisants. Donc, ça veut dire que je dois témoigner de ce que je crois, de ce qui me convoque, si vous voulez, de ce que je trouve être plus haut que moi. Je ne peux parler de respect qu'en étant respectueux.
Je ne peux parler d'amour qu'en étant aimant. Voilà, et vous savez très bien que c'est compliqué parce que c'est plus facile d'appartenir à un parti, socialiste ou autre, que d'être socialiste. Ça, vous avez remarqué que c'est pas facile, mais je le dis de tout parti, c'est pas facile d'être chrétien. C'est facile de dire j'ai la foi, mais de l'être, d'en témoigner, c'est autre chose. Donc les valeurs, c'est pas des choses qu'on déclare, c'est des choses dont on témoigne. Et voilà l'enjeu de l'éducation. Ce sont vos enfants, mais ils vous convoquent à ce qui est plus haut que vous. Je ne pourrai jamais vous dire quelque chose dont je suis le plus convaincu que de ça. Mais c'était vraiment de bon cœur. Merci. Oh là, bravo, bravo. Merci. Il va nous annoncer. Donc, pour faire le lien et peut-être avec la deuxième intervention, je souhaitais aussi faire des témoignages là, faire venir des témoignages. Donc je vais inviter deux personnes. Oui, je crois qu'il parle de nous, ma Je crois qu'il parle de nous, Hermine. Oh, ouais, là. Oh là Oh, là là oh là là c'est là la là. fête, c'est la fête. 70 balais. C'est pas rien, 70 ans. Oh, ouais. Voyons, ils les font pas tous quand même, hein, c'est Non, bien il y en ça. a qui sont bien conservés. Hein. C'est très très bien. Ah oui, oui. Hein. Oh là là. Salut les Oh là filles, là, les filles, les gars. Il y a beaucoup de filles, ça c'est bien. Ouais, Là, regarde, moi, ça c'est le principe actif. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames. Messieurs, dames. C'est marrant, t'as vu ce Mesdames les éducateurs, mesdames les travailleurs sociaux, mesdames les assistantes sociales, parce qu'ils ont fait le gratin. Donc nous, on fait le reste, on fait le principe actif. Alors il y en a qui s'excusent, qui sont pas venus, tout. Alors c'est marrant. Hermine. T'as vu ma boulette? C'est marrant, ils se sont tous mis du même côté. Mais, non mais attends, le problème c'est qu'il y en a même derrière les rideaux. On dirait qu'ils se parlent nous plus pose, à tu sais, gauche. ça Non, pose je sais des questions. pas. On n'est pas philosophe, mais quand même la question elle vient à l'esprit. Ça se dit pourquoi ils se planquent? Ouais, il y a C'est le 7e pôle ou le 6e pôle qui est en train de se faire. Ah, c'est ça. Je pense dans qu'il y a beaucoup l'ombre. d'ambition dans cette association. c'est le 6e. Et je pense qu'il y a le 6e pôle qui est en train de se mettre en place là-haut. On ne sait pas encore de quoi il s'agira parce que l'avenir est Ah oui, alors, incertain. c'est la place pour les futurs salariés là-bas. Voilà, c'est alors. ça. Ça va s'aggraver. Ils sont déjà pas mal. L'avenir, on regarde vers l'avenir. Droit devant. Oh, mon père. Il a 30 ans de boîte, je l'ai entendu dire dans les couloirs. Ça fait drôle de le voir de près, Oh là j'avais vu là. que sur les plaquettes. Oh, écoute, moi aussi. Et sur Internet, il était aussi. et vous Oh là là. discours, mon Dieu. Non, pas lui l'autre main. Le Tu vas voir, résistant, vous touche êtes- à sa douceur. 30 ans, 30 ans dans le métier, t'imagines Et cette chaleur humaine, hein, on la sent tout de suite. Hein. Oh là là. Vous, si vous voulez bien, il faudra qu'on prenne l'apéro avec vous parce qu'il faut renforcer le partenariat. On a bien compris que, Hermine, que ça se jouait sur, voilà, un peu. Alors écoutez, je vous fais la bise à vous parce que Oh là 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 là. c'est une manière de sentir si, voilà, la thune va continuer d'arriver. Et alors, comment tu le sens? Mais écoute, je le sens bien, il est souriant, Ouais. il est jeune, il a du peps, Ouais. il a des chaussures pointues, il va de l'avant. Il prend des notes, Voilà, On est c'est bon, on est bon. voilà. Après, bon, ben, le département, tout, la justice, tout le bis. Ah, notre jeune. Oh là là. Il était bien, Oh, il était mais bien. alors là. Oh, qu'est-ce que T'as t'as vu du assuré. concept? Ah ouais. On en a eu là. Un millefeuille, quoi. Oh là là. Ouais, c'est ça. Dans chaque tranche, il y avait un petit bout à prendre. Ah ouais. Et c'est. Ah oui, c'était complexe. C'était complexe. Alors, ben, comme vous, nous, on a tout écouté, on n'a pas tout compris, ça c'est clair. Mais Mais par contre, on est prête à tout, même à prendre des questions. restituer, oui. C'est l'anniversaire. Oh, bon anniversaire. Oh, Claude. Oh. Nous, on va faire les Claudettes. Wow. Hey, regarde ma boulette. Regarde-moi ça. Oui. C'est les filles qui l'ont fait entre midi et deux, mais... Mais qu'est-ce que vous vous donnez corps et âme? Eh, ma boulette. J'en reviens pas. Ma boulette. Quoi? J'espère qu'ils n'ont pas collé les chamallows pendant la pause pipi.
Non, mais non, il a dit entre midi et 2, n'en rajoute Ah, bon, pas. ça les va, pauvres, ça va, vas-y. alors. Comme ils doivent le dévorer après, que ça leur mette pas. Regarde, j'ai eu un sac bleu. Oui, des gens Gratos. qui se tiennent par la main. Alors bon, mais nous, on va essayer quand même de mettre en pratique ce qu'a dit. Oui. On va simuler. Moi, je m'étais enveloppée dans une attente, comme disait Gérard. Je m'étais enveloppée dans une attente de fête. Je me suis dit, c'est anniversaire, on va faire soirée mousse et tout. Mais en fait, non, on réfléchit. Ouais. Ah, Puis alors, ça pince. donc, Deux pinceurs, ils ont pris pour la matinée. oui, donc je t'explique. J'enlève mon horizon d'attente de fête. Ben Ça ouais, sera ma peut-être Ninette. pour tout à l'heure. je Eh sais oui. pas. Donc, Ouais. voilà. Alors, on fait une illustration, c'est ça. On va faire une illustration de la mère avec sa fille. Donc déjà, avant que tu naisses, je savais qui t'allais être. Ah oui. Je vais me transformer. Ah oui, ouais, moi aussi. Ah oui, ça c'est bien. Voilà. Regarde. Moi, ma fille, elle sera préfète. C'est décidé. Et puis alors, je vais choisir un père porteur. Un père d'honneur. Lequel je vais choisir. Bon, Ah, lui, il est beau, là. Lui, là, il a les dents toutes dehors. Il a le plaisir de vivre. Et puis, il a un costume aussi, il est original, il a des chaussettes rouges. Ça va me faire une petite, ça, que je vous explique pas. Elle a les mêmes les cheveux que les chaussures de son père. eh oui, la génétique, on décide pas tout. Ma fille. Ah, ma mère. Oh là 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 là. Mon amour, que je t'aime. Hein? Je t'aime. Ah Je oui, ne sais pas ça, si tu c'est un m'aimes, sentiment tu- ou si c'est un lien. Il faut que je réfléchisse. Je me sens un peu trop pémé, comme dit Gérard. Pémé. Je suis pémée. C'est peut-être de la peine quand je suis t'aime pémée comme ça. et peignée que ce soit toi, ma mère. Attends. Heureusement que j'ai d'autres parents. Regarde l'amour que j'ai pour toi. Eh voilà, j'ai même pas la Regarde, parole. J'ai regarde. même pas la parole. Regarde comme je t'aime. Oui, avec Mais ça. je t'aime à fond. Regarde ce Ouais, beau ouais, bracelet ouais, que je t'ai acheté. Maman, Oui, j'ai 17 ans. oui. Alors, tu vas pas me gaver comme ça de tout ton amour jusqu'à mes 70 balais, hein? Si. Allez, parce que prends. je veux que tu sois comme moi. Oh, Je veux que tu C'est-à-dire sois à que- mon image. mais t'as pas remarqué Et je que- veux surtout pas faire la connerie qu'a fait mes vieux parents à la con. Je veux pas faire comme eux, mais je veux que tu sois comme moi. Ouais, Ça va c'est ça. C'est ça. T'es en rupture, hein? Oui, je suis en rupture. C'est bien la rupture. Il y en avait hein? 3. Ouais. Je me rappelle d'aucune. Ouais. Je sais qu'il y en avait 3. Non, maman. Attends, maman. vous en rappelez, vous? Maman, j'ai fait un test ADN et c'est le bordel. Ah, Va falloir que tu m'expliques. alors, C'est ça. je sais pas, c'était un père d'honneur. Ouais. Et je pense que vu les chaussettes qu'il avait le jour où je l'ai croisé, pour me donner son... Je pense que ça doit être lui. Ah, tu penses? Je pense, oui. Eh ben, c'est nouveau. Maman pense. Mais je Ah ouais. pense que, en fait, t'es mal parce qu'il te manque quelqu'un. Ouais, ouais, Il y a non, une absence. Non, c'est pas... Une absence. Bon, j'arrête de C'est parler. peut-être J'arrête de trop parler. de présence, c'est peut-être trop de présence, tu vois. Maman, d'abord, moi j'ai besoin de m'émanciper, tu vois, aller écouter de la musique avec mes... mes potes, si on écoutait de la musique ensemble, attention, attrape. Ouais, hop, Mais attention, oh là là. venez à la Ok. maison. Hein? Venez à la maison avec tes potes. Tu sais, Non, je peux être ton ça va, ami. maman, je peux merci, être, tu vas pas je peux le être ton faire ami encore en tant que ta mère. Je peux vraiment être ton ami. attends, Je te ferai les gâteaux, je te mettrai la musique. Je draguerai tes potes. Oh. Non, ça, il faut pas. En plus, il faut toujours aller dire bonjour au préfet tous les 1er janvier. T'as pas 100 balles. Je comprends pas tout, ça fait rien. Non, mais- Est-ce que tu peux Maman, Il y a des maman, jeunes là-haut, va draguer. Je vais plus haut. me construire une parentalité à ma mesure. si Oui, tu parce me que la permets. séparentalité et parenté, Voilà. là c'est pareil, il y a une différence. Voilà. Est-ce que vous avez retenu laquelle? Question. Ah oui, parce que le savoir, Attends. ça vient de vous. Hein. C'est pas ce qu'il dit qui compte, c'est ce que vous avez retenu. Voilà. C'était clair. Alors Voilà, c'est pour ça que je pose la question, c'est un test. Ouais. Super, Hermine, bravo. Alors, Ah, ça fait moins les malins, alors, maintenant. Hein. comme dirait, ça calme, Ah, ça calme. T'as oublié de faire les discours, là, tu sais, de tout à l'heure. Moi j'aimais bien parce que... C'était bien. Mais bon, je l'ai fait à l'entrée. Ah oui. Je l'ai fait à l'entrée, je les ai tous remerciés d'être au service de l'humanité. Travailler pour les enfants qu'on a mal éduqués.
exprimer l'amour que vous avez, alors que moi, je ne sais pas le faire en tant que mère. Merci, merci à tous. Merci, bande de travailleurs Bon, sociaux. bah, Boulette, c'est bon. On a eu déjà notre dose, c'est bon. Alors, oui, je vais me construire ma parentalité à ma mesure. Gérard, t'as des enfants? Oui. Ah. Oh, ça va, je me demandais si ça avait quoi y causer Un pour de éducateur, vrai. c'était dit dans les questions. Et si c'était un éducateur à la place des parents, comment ça se passerait? Ah oui. Prends-toi un éducateur et fais le test. Oui, il y a un Fais le éducateur. test. Ils sont où les éduques? Levez la main, il y en a plein. un beau là au milieu, si j'étais toi, je foncerais comme ça. Ça, il y en a un là. Alors lui, il est Je vois. magnifique. Vas-y, il est Lequel? costaud et tout, il va te prendre sur les épaules, il va Ouais, t'encadrer, te ouais. soutenir, Tu penses à te faire monsieur? évoluer. Ouais. Comment t'appelles? Serge, c'est bien ça, Serge. Mais c'est ton grand-père, ne va pas sur ton grand-père. Il adore les nazis, c'est un collabo. Et alors, si j'ai envie d'être en rupture, j'en ai marre, moi, de... Hein, ça change comme ça, voilà. C'est à ma mesure, c'est moi qui choisis. Ça se construit comme ça, soi-même. Hein, Serge? Voilà. Ouais, Oh, Serge, tu veux bien Ok, t'occuper un j'accepte. peu de moi? j'accepte. Dis donc, c'est un peu incestueux, ça, tu vas te calmer. Ah, je vous jure, c'est compliqué de trouver des parents Viens là, ma bien fille. nets. Hein. Ouais. Je vais changer, t'avais raison. Hein. T'as vu, je te l'avais dit. Bon, maman, Allez, viens. c'est lequel qui te plairait, lui, là-bas? Viens, Hermine. Non, moi, Non. c'est bon, j'arrête tout, moi. T'arrêtes tout? Ouais. C'est compliqué, Je vais la voir s'il n'y a pas des parentalité, nanas, hein. là. Je vais voir s'il y a pas... Ah ben, oh, on est en 2020, on me regardait pas comme ça. Ah oui, c'est vrai. on peut pas L'homoparentalité, vérifier. ça existe déjà. Ah oui. C'est notre problème. C'est peut-être le 6e pôle qui se crée là-haut. D'ailleurs, je vais aller les rejoindre. Merci. Vous avez des questions, en fait? Non. Bon, très bien. Bonne continuation. Voilà.